Sans filtre, présenté par Sarah Mondia. Comme chaque dimanche, Sans filtre dresse le portrait d'une personnalité publique. Pour ce numéro, nous nous intéressons à Vivien Manangou, candidat à l'élection présidentielle de mars 2026. Il est le coordonnateur de Debout pour le Congo et de l'initiative Les Mécontents. Quel est son parcours scolaire, académique et professionnel? Quel est son parcours politique? Avec lui, nous parlerons également de l'actualité politique de notre pays. Bonjour et bienvenue dans Sans filtre. Bonjour Vivien Manangou. Madame Monga, bonjour. Et bienvenue dans Sans filtre. Merci. Sans filtre, présenté par Sarah Mondia. Une fois de plus, bonjour et bienvenue dans Sans filtre. Vivien Manangou, candidat à l'élection présidentielle de mars 2026, coordonnateur de Debout pour le Congo et de l'initiative Les Mécontents. Vous êtes enseignant-chercheur à l'université Marien-Ngouabi. Dans quel état d'esprit vous vous trouvez aujourd'hui, Vivien Manangou? Comme quelqu'un qui affronte une épreuve importante. Importante pour moi-même personnellement, disant oui, en tant que citoyen congolais, mais surtout important pour les Congolais, pour les 6 millions de Congolais. Parce que l'élection présidentielle, c'est un moment charnière dans notre vie politique qui permet de tracer des perspectives, de proposer des choses, de recentrer le débat sur l'essentiel. Et donc, au-delà de tout, c'est un moment pour les Congolais qui doit être un moment de rencontre, de partage. Et puis, pourquoi pas d'un peu d'amour. Vous savez, finalement, ce que nous voulons, c'est avoir des idées, changer les choses dans le pays. C'est ce que veulent, je pense, tous les candidats. Et donc, ça doit être un moment aussi de partage, d'amour, de convivialité, au-delà des difficultés. Vous avez déjà déposé votre candidature? Alors, ma candidature, elle va être déposée, je vous rassure. Elle devrait être déposée demain. Elle sera déposée. En tout cas, on a rempli toutes les phases précédentes. Nous avons versé les 25 millions au Trésor. Donc, il ne reste plus que la démarche administrative de se rendre à la DGAE. D'accord. Nous sommes dans Sans filtre. Sans filtre, c'est un plateau portrait qui retrace le parcours scolaire, académique. Donc, ça présente l'invité dans toutes ses dimensions. Est-ce que vous êtes prêt, Vivien Manangou, pour qu'on parle de vous sans filtre? Autant que je peux, sinon je ne serais pas venu. D'accord, très bien. Alors, comment était votre enfance? Très rarement, vous parlez de votre famille, de vos parents, et pourtant, vous venez de quelque part. Dites-nous comment a été votre enfance, l'enfance de cet enfant de Tchétché. Écoutez, mon enfance, disons, je suis né dans une famille de 10 personnes. Je suis l'avant-dernier. Et mon père était un débrouillard de Pointe-Noire qui a fait fortune à un moment donné, qui a réussi un peu à sa vie d'homme d'affaires dans le bâtiment et dans la sécurité, puisqu'il avait une entreprise de bâtiment et de sécurité. Et il était aussi promoteur de boîtes de nuit. Donc j'ai eu une enfance plutôt correcte. Je ne manquais pas de grand chose. Et donc voilà, mais mon père est décédé il y a plusieurs années. Ça a été vraiment mon modèle, et en politique et dans la vie. Quelqu'un d'ordinaire qui venait d'une famille modeste et qui, par l'effort, par le travail, a réussi à accéder à un certain niveau social. Et je suis l'enfant de ce monsieur-là, très bien connu dans la ville de Pointe-Noire, qu'on appelle affectueusement Ramos. Voilà. Quel est le souvenir malheureux ou encore heureux qui a caractérisé votre enfance? Souvenir malheureux, alors je n'étais plus enfant, c'est sans doute le décès de mon père. J'étais plus enfant, c'est vrai. Mais mon père, ça a été vraiment le modèle dans ma vie. Et donc, son départ en 2000 a été un moment très difficile. Je crois que ça sera sans doute le moment le plus douloureux de ma vie jusqu'à aujourd'hui. Et je crois que pour un moment heureux, ça a été ma réussite au bac, je pense, parce que c'était très dur, et c'était un bac assez compliqué. C'était juste un peu après la guerre. C'était compliqué. Il y avait très peu d'admis à LVA cette année-là. C'était une toute petite liste d'une centaine de personnes sur des milliers de candidats.
Et donc, je crois que ça a été un moment très heureux. Et puis, sans doute, la naissance de ma fille aînée, sans doute. Ah, d'accord. Je vais dresser votre parcours scolaire et académique. Ce n'est qu'à la fin que je vais vous accorder la parole pour que vous interprétez ce parcours. Voilà. Alors, en 1969, vous faites l'école primaire 31 décembre de Tchétché. Et en 1992, vous obtenez votre CEP. Vous passez le collège privé Briquette, les Biquettes, et à l'école Trois Glorieuses, qui est une école publique. En 1997, vous obtenez votre BPC dans un collège public. Et un parcours assez difficile parce que marqué par les changements de domicile pour vous, aussi mal orienté à l'école, vous retrouvez dans une série où vous n'avez pas voulu, et après vous êtes réorienté, d'abord passé par le lycée technique, puis revenu au lycée général. En 1999, vous obtenez un bac A4. On va s'arrêter là d'abord parce que j'ai parlé du parcours scolaire, notamment le collège et le lycée. La prochaine étape, ça va être le parcours académique. Mais comment s'est traduit ce parcours-là? J'ai été plutôt un bon élève à l'école primaire. J'étais plutôt un bon élève à l'école primaire. Je suis allé à l'école assez tôt, 5 ans par là. J'étais assez bon. J'étais plutôt un élève studieux, j'aimais beaucoup la lecture. Et j'avais des résultats d'assez bons résultats à l'école primaire. Au collège, il y a eu beaucoup de changements. J'ai quitté le quartier Tchétché. On n'a pas quitté le quartier, mais je suis allé en ville. Mon père a décidé de m'inscrire en ville, dans une école privée en ville, qui faisait un programme français. Et lorsque vous êtes un enfant de Tchétché, qui est un quartier populaire, quand vous emmène en ville, vous côtoyez des gens qui en réalité ne sont pas de votre milieu. Bien sûr. À l'époque, je côtoyais des enfants qui partaient en vacances à Paris. C'est-à-dire quand on avait 2 semaines de repos. C'était extraordinaire pour vous. Oui, à cette époque-là. Oui. J'étais un petit garçon de Tchétché. C'est vrai qu'il ne manquait de rien, mais qui était très loin des mondanités de la vie. J'étais surpris. Dans mon quartier, les gens rêvaient d'aller à Paris. Et là, je rencontrais des amis de classe qui pouvaient aller à Paris en vacances. Pour 1 semaine, pour 2 semaines. Ouais, c'était une transformation. Et puis, je faisais le programme français. J'ai appris à ce moment-là l'éducation civique. C'est là où j'ai appris l'histoire de la France. Mais c'était en décalage avec ce que j'avais toujours fait. Et puis, je suis devenu un adolescent plutôt difficile, plutôt dans la vie mondaine, plutôt qui bougeait beaucoup. Donc, ça a perturbé. Une vie très agitée. Une vie très agitée, bien sûr. C'est pour ça que je crois à la seconde chance. Ça a beaucoup perturbé mon parcours au collège, qui a été assez difficile. J'avais une très très bonne culture générale, mais je n'accrochais pas du tout en mathématiques, en sciences physiques. J'aimais beaucoup faire la fête. Donc ça a été très difficile. Et mon père aussi a connu des problèmes financiers à ce moment-là avec ses entreprises qui ne marchaient plus. Et donc j'ai eu des problèmes scolaires parce que mon père ne pouvait plus s'acquitter des frais scolaires à un moment donné. Ça a été un parcours de collège assez difficile, mais j'ai tenu parce que je savais que je ne pouvais réussir que par l'école. Au-delà des difficultés, j'avais ça chevillé dans mon corps. Et j'ai connu aussi à cette époque, c'est l'adolescence, j'ai connu les boîtes de nuit, j'ai connu la vie de jeune adolescent au centre-ville. Et je crois que je suis passé vraiment à ça de rater ma vie. C'était pas facile, j'ai beaucoup de copains qui n'ont pas réussi à faire le tiers, le quart du parcours que j'ai pu faire à faire. Donc ça a été difficile, mais comme j'avais à l'esprit que c'est par l'école qu'on s'élève, qu'on réussit, j'ai pu obtenir mon BPC. Et voilà. Et voilà. Le parcours académique, en 2006, vous avez une licence en droit à Cergy-Pontoise, en France. C'est en France. En 2008, en master 1 en droit public fondamental. En 2009, master 1 en droit public de l'entreprise. 2009, master 2 en master, carrément en master de transformation de l'État. Et en 2010, un master en gouvernance publique
En 2016, vous rentrez à l'école des avocats du droit de l'énergie à la Sorbonne. On va marquer une pause encore, Vivien Manangu, parce qu'il s'agit de votre parcours. Il faudrait que les Congolais vous connaissent, surtout que vous aspirez à diriger le Congo. Et ce parcours-là de droit, cette vie en France, comment ça se passe dans jeune Congolais de Tchétché? J'arrive en France fin 2002 pour y faire des études de droit. J'ai pas fait Maringobi. Je suis arrivé pour m'inscrire. C'était très compliqué. J'avais perdu mon père entre-temps, 2 ans auparavant. Donc, c'est très compliqué. À l'époque, les inscriptions, c'était compliqué. Donc, j'ai pas pu m'inscrire. Et finalement, j'ai eu beaucoup de chance. J'ai trouvé une inscription. Je suis allé en France pour faire des études de droit. Et donc, je suis rentré à la faculté de droit de Cergy-Pontoise. L'une des plus difficiles, où le taux de réussite en licence est de 15% L1. Très difficile. Mais j'ai réussi pour les Africains ou encore pour tout le monde? Pour tout le monde. Oui. Pour tout le monde. C'est pour tout le monde. J'ai réussi à passer, à obtenir ma licence sans trop de difficultés. Et je suis arrivé chez ma sœur qui m'avait reçu. Je dormais sous une table. Sous une table? Oui, bien sûr. Parce que chez ma sœur, il y avait la maison, c'était 2 pièces. Une chambre et un salon. Et ma sœur, à l'époque, avait son mari et 2 petites filles. Et puis, il y avait une pléiade de jeunes de Tchétché qui squattaient le salon. Et donc, quand je suis arrivé, il n'y avait pas de place pour dormir. Et je me souviens, ma sœur me le disait en pleurant parce que elle savait pas quoi faire. Et donc, j'ai demandé qui dormait sous la table. Elle m'a dit, mais t'es fou, tu vas dormir. J'ai dit, si. C'était l'espace disponible? C'était une place d'homme, parce que personne ne pense à la table. J'ai dit, si, je vais dormir là. Donc, on a acheté le matelas, et j'ai dormi sous la table, dans la cuisine. Ça me permettait, le soir, quand tout le monde était au salon, regarder la télé, discuter, bavarder, moi, je pouvais lire sous la table. J'ai dormi 8 mois sous la table, toute une année scolaire, toute une année universitaire, avant de trouver une place dans un foyer de jeunes travailleurs, puis en résidence universitaire à Nanterre. Sous la table, j'ai appris beaucoup de choses. Sous la table. Lesquelles, par exemple? J'ai appris l'humilité. Sarah Manga. Oui. Dites-nous, c'est émouvant pour vous. Racontez-nous. Oui. Sans filtre, présenté par Sarah Manga. C'était une parenthèse assez difficile pour vous et ça a forgé l'homme que vous êtes aujourd'hui, Vivien Manangu, de sortir de ces difficultés-là pour les jeunes Congolais aussi qui vivent et qui sont dans le désespoir, dont l'espoir, ils ne croient plus en rien. Vous pouvez les inspirer à travers votre parcours. Oui, bien sûr. Oui. Voilà. Vivien Manangu, on comprend vos émotions. Sous la table, j'ai appris la relativité des choses. Est-ce qu'à ce moment-là, vous pouvez imaginer que vous pouvez devenir le Vivien Manangu, en tout cas je parle de l'universitaire, parce que vous enseignez aussi Vivien Manangu qui est devenu aujourd'hui universitaire. Est-ce qu'à ce moment-là, ça vous venait à l'esprit, malgré les difficultés sous la table? Oui, j'ai jamais douté de ce que j'étais, de la force que j'avais. Vous savez, quand j'étais, et ce sont des amis de l'école primaire qui me le rappelaient, quand nous étions en SAM1, notre enseignant, il s'appelle Monsieur Banzouzi, il est toujours en vie, avait demandé à chacun dans la salle ce que chacun voulait devenir. Moi, je voulais déjà devenir président. Déjà à cette époque-là? Oui, en SAM1. Et ce sont des collègues qui me l'ont rappelé. Ce que j'essaie de vous dire, c'est que sous la table, je n'ai jamais douté de qui j'étais. J'ai simplement appris que dans la vie, il faut savoir se faire petit. J'ai simplement appris que dans la vie, l'essentiel dans la vie, ce n'est pas ce qu'on voit de l'extérieur, c'est ce qu'on est, c'est ce qu'on se forge en soi. C'est l'esprit qu'on forge soi-même. Et donc, je vous disais que sous cette table, j'ai appris l'humilité. J'ai appris l'humilité. Avec la table. Oui, de votre grande sœur. Oui, j'ai appris l'humilité. J'ai appris aussi la relativité des biens matériels. Et je suis en train d'écrire un livre sur mon parcours
qui sortira après l'élection. Mais je consacre tout un chapitre à la table. Parce que j'imagine le nombre d'étudiants aujourd'hui qui vivent des situations similaires en France. Et j'en fréquente beaucoup. Je leur dis que votre vie ne se détermine pas par rapport au contexte dans lequel vous êtes, par rapport aux difficultés que vous rencontrez. Votre vie, elle est devant vous. Votre vie, c'est votre force, justement, de surmonter les obstacles. Ouais. De surmonter ces obstacles qui, dans la vie, on rencontre plus d'obstacles qu'autre chose. Et c'est ceux qui résistent qui arrivent au bout. Ce n'est pas ceux qui trébuchent à chaque pas. J'aurais pu, justement, abandonner à ce moment-là. Ou encore ceux qui tombent dans la compromission carrément. Exactement. Oui. J'aurais pu, à ce moment-là, abandonner. Ce n'était pas simple. Mais j'ai tenu parce que je savais qu'il fallait tenir, et surtout je savais que je n'étais pas chez moi, que j'étais de passage, que ce n'était pas ma place. Ce n'était pas ma place. D'accord. Alors, votre carrière universitaire, entre 2009 et 2011, vous êtes enseignant-chercheur à la faculté de droit de Bercy-Pontoise, où vous enseignez les finances publiques et le droit constitutionnel. Entre 2009 et 2017, vous êtes enseignant-chercheur à la faculté de droit de La Rochelle, où vous enseignez le droit administratif, le droit fiscal, le droit constitutionnel et les finances publiques. En 2017 et 2022, chargé de cours à la faculté de droit de l'université Marie-Ngouabi. Et en 2023, vous accédez au grade de maître assistant CAMES. Un parcours qui vous inspire? Un parcours qui n'est pas fini, qui est très loin d'être fini. Oui. J'ai encore des choses à produire. On pourrait rajouter que j'ai assisté à 2 congrès mondiaux de droit constitutionnel comme communicant. C'est un peu la Coupe du monde du droit constitutionnel. Et j'étais très fier de représenter mon pays. Et ça a eu lieu où? Alors, en 2018, c'était à Séoul, en Corée. En Corée. En 2022, c'était en Afrique du Sud. Oui. Et en 2026, j'y serai encore comme communicant à Bogota, en Colombie. Et ça va faire 3 mondiales. Mais si vous êtes élu? Si je suis élu, j'irai quand même. J'irai quand même parce que je souhaite justement, bien sûr, non, en tant qu'enseignant, je souhaite justement, tout en me consacrant à mon pays, mais montrer que la fonction présidentielle est une fonction à temps plein, bien sûr, mais qu'un président doit avoir une activité professionnelle. Oui, on va justement, voilà. On va arriver. Carrière professionnelle 2016-2022, avocat stagiaire au cabinet d'avocat Fontaine. En 2019, vous êtes au cabinet de conseil juridique et fiscal. Et l'appellation, c'est les sigles. Oui, c'est si. MV2RPM. Voilà. Et consultant au PNUD, consultant à la Banque mondiale. Et maintenant, Vivien Manangou, nous allons nous intéresser à votre parcours politique. En 2012, candidat indépendant aux législatives à Tchétché. D'ailleurs, vous échouez. J'ai échoué. Oui. Non, enfin parce que. Mais attendez, vous allez commenter à la fin. En 2015, porte-parole de Parfait Kolela est chargé des relations avec la diaspora. En 2017, vous quittez l'UDHU qui est vos fonctions. En 2017, candidat indépendant une fois de plus aux élections législatives à Tchétché. Vous échouez encore. En 2022, candidat aux législatives et municipales à Tchétché. Là, vous échouez encore. Vivien Manangou. C'est pour moi le temps de faire des commentaires ou parce que vous m'avez dit je ne commente pas jusqu'à la fin. Donc j'attends. Attendez la fin. J'attends. Et en 2019, toujours dans la construction de votre parcours politique, en 2019, vous créez Debout pour le Congo. D'ailleurs, quelle est l'idéologie politique de Debout pour le Congo? Oui. Là, je vous relance par une question. Nous sommes pour le pragmatisme. Oui. Nous sommes pour le dualisme idéologique. C'est-à-dire que le pragmatisme, c'est de dire que nous sommes du côté de ce qui marche. Nous croyons pas aux idéologies importées. C'est-à-dire que nous ne comprenons pas pourquoi, par exemple, ceux qui se disent des libéraux au Congo sont dans le gouvernement des socialistes ou des communistes, qu'est le PCT. Et pourquoi un parti libéral comme le MCD allié du PCT qui est un parti communiste. C'est-à-dire, c'est comme si l'UMP et le parti communiste étaient ensemble dans une même coalition politique. Vous voyez? Les idéologies au Congo. Centre, non, mais ça n'existe pas. Oui. Regardez, le centre, on vous dit le centre, à gauche, à droite, tout ça, sur la base de quoi? Quel est le ressort idéologique de la gauche et du centre au Congo? Regardez le centre au Congo. Ils ont appelé à voter le président Sassou.
Tous les ans, c'est comme ça. À chaque élection, le centre appelle à voter au président. Enfin, c'est quel centre ça? Donc, vous voyez, tout ça, il n'y a pas de fondement idéologique. Les gens, nous sommes dans une situation où les gens, c'est plus des postures et des positionnements individuels. Nous disons ceci. L'idéologie au Congo, il faut le créer, il faut l'inventer, qui tienne compte de nos réalités, de nos ressorts. Par exemple, nous sommes anti-tribalistes. On considère que ça devait être une ligne de démarcation entre les tribalistes et les anti-tribalistes que nous sommes. Nous sommes pour la bonne gouvernance. On considère que il devait avoir une ligne de démarcation. Les autres partis sont des partis à caractère tribaliste. En tout cas, s'ils ne l'affirment pas, c'est leur affaire. Mais moi, je considère, par exemple, quand je vois les compositions des partis, quand je vois les représentations des partis, et de beaucoup de partis, et même l'essentiel des partis, il y a beaucoup de relents tribal. C'est-à-dire, vous allez avoir un parti ou un bureau politique est composé à 90% des gens venant d'une même région. Est-ce une coïncidence, d'après vous? Debout pour le Congo, d'ailleurs, qui n'a pas été reconnu officiellement au Congo, comme les partis. Nous considérons que Debout pour le Congo est reconnu et que c'est le ministère de l'Intérieur qui s'est trompé. Pour une raison très simple. C'est que, oui, nous avons fait un recours dans ce sens, madame. Vous savez, madame, il ne faut pas se laisser influencer par les apparences. Ce qui compte, c'est la loi et comment on applique la loi. La loi sur les partis dit quelque chose de très simple. Un parti qui est créé au bout de 6 mois, lorsqu'il a fait sa déclaration de création, il reçoit un récépissé. Au bout de 6 mois, ce parti doit recevoir l'avis du ministère de l'Intérieur, lui disant qu'il existe, enfin, qu'il le reconnaît ou qu'il ne le reconnaît pas. S'il ne reçoit pas d'avis du ministère de l'Intérieur, le parti est réputé reconnu. C'est la loi. Nous avons été créés, nous avons fait toutes les démarches, nous avons reçu la déclaration d'existence. Jusqu'à aujourd'hui, on n'a jamais reçu un courrier du ministère de l'Intérieur nous disant quoi que ce soit. Alors, que dit la loi? Il faut faire application. C'est ce qu'on a rappelé au ministère de l'Intérieur. Faites application de la loi. Vous savez, madame, un arrêté n'a pas une valeur supérieure à la loi. La loi s'impose sur l'arrêté. Et donc, c'est pour ça que nous disons, pour nous, nous sommes reconnus. C'est au ministère de l'Intérieur de s'adapter à la loi. C'est pas à nous. Vous créez en 2023 la dynamique Les Mécontents. Oui. Mais est-ce que vous me permettez de revenir sur les présumés échecs des législatives? Ah oui. Où vous voulez passer à tout prix? Non. Bon, voilà. Si je ne m'en tiens qu'au dernier, de l'élection de 2022, je suis allé à la Cour constitutionnelle, j'ai fait un recours à la Cour constitutionnelle. Mais pourquoi quelqu'un qui a toujours échoué aux élections législatives veut maintenant aller à l'élection? Mais parce que justement, je n'ai jamais échoué aux législatives. Parce que justement, je n'ai jamais échoué. C'est pour ça. Attendez. Vous étiez déclaré. Oui, madame, mais vous savez, entre ce qui se déclare officiel et la réalité du vote des citoyens, il y a deux choses différentes. Ce que j'essaie de vous dire, c'est que j'ai fait un recours et le recours est en ligne. Et vous verrez les arguments de la Cour pour rejeter mon recours. Vous verrez. La Cour m'a par exemple dit que c'était à moi d'apporter la preuve que les procès-verbaux que j'avais fournis étaient les vrais. Est-ce que c'est au candidat d'apporter cette preuve-là? Le candidat a fourni les procès-verbaux que les délégués des candidats ont tous signés. Ce n'est pas au candidat de justifier qu'ils sont vrais ou pas vrais. Et j'ai demandé, par exemple, à faire intervenir la CNEI pour que la CNEI vienne dans une audition qu'on confronte le candidat déclaré vainqueur, moi-même et la CNEI. La Cour a considéré qu'il n'était pas question d'organiser un débat contradictoire, comme le prévoit d'ailleurs la loi organique sur la Cour. Vous voyez, madame, vous parlez d'échec. Moi, je parle de candidats abusés. En 2022, j'ai été abusé. Et je peux vous dire que ce que je vous dis, c'est pas... Par qui? Abusé par et la CNEI et la Cour constitutionnelle. Et je peux vous dire que c'est connu. C'est connu. C'est connu et bien connu. Vous savez, nous avons 35 bureaux de vote à Tchétché. D'accord? 35 dans ma circonscription, 35 bureaux de vote. Je suis arrivé premier dans 32 bureaux de vote et j'ai 32 et j'ai les 35 PV justifiant cela. Donc en 2022, j'ai été abusé. C'est pour ça que je considère qu'on ne peut pas juger mon parcours sur une élection volée comme celle de 2022. Voilà, les ouvrages que vous avez publiés en tant que chargé de cours et enseignant de droit. En 2014, la Constitution congolaise du 20 janvier 2002, de l'anarchie à la démocratie inachevée, et le tout récent livre, le quinquennat transitoire, que nous allons décortiquer tout au long de cette émission. Plusieurs articles scientifiques publiés, notamment le néo-présidentialisme africain entre paternalisme et superposition, droits et libertés fondamentaux en République du Congo. Vivien Manangou, à présent, comme je l'ai dit au début de l'émission, vous êtes candidat déclaré à l'élection présidentielle de mars prochain. D'ailleurs, vous allez
affronter le président sortant qui a déclaré sa candidature le 5 février dernier à Igné, à la grande foire agricole du Congo. Vous êtes prêts pour l'affronter? Prêt pour moi je suis prêt pour affronter les Congolais, pour aller devant les moi je parle de votre adversaire politique. Je veux vous dire pourquoi. Oui. Parce que le président Sassou s'est déclaré candidat, c'est très bien pour ses partisans. Très bien, je respecte son choix, c'est très bien. Moi, moi, ce que je veux, c'est convaincre les Congolais. Je veux pas aller dire aux Congolais que je viens pour affronter le président Sassou. Je veux dire aux Congolais, j'ai un projet pour vous sortir dans la situation dans laquelle vous êtes. En face de vous, vous avez. Mais finalement, madame. Un candidat. Bien sûr, non, je n'ai pas un candidat en face de moi. J'ai plusieurs candidats, madame. Non, je parle de vous à l'opposition. Vous en tant qu'en opposition. Mais il y en a d'autres. Parce que vous êtes à l'opposition. Oui, bien sûr, mais il y en a d'autres. Non, madame, je suis un mécontent. Attendez. Je suis un mécontent. Je me présente pas comme le candidat de l'opposition, mais comme le candidat des mécontents. Pour une raison très simple, madame Anguia. C'est que je considère que les mécontents vont au-delà de l'opposition. Et aujourd'hui, ce dont nous avons besoin au Congo, c'est d'un rassemblement large pour construire ce pays. C'est pas simplement d'une opposition. Si je vous dis opposition, je vous ai dit tout à l'heure, je vous ai parlé de la relativité des confrontations idéologiques. Opposition sur la base idéologique? Non, madame. Nous sommes des mécontents sur la gouvernance actuelle du pays. Et les mécontents sont partout. D'autres ne font pas la politique, d'autres sont dans le PCT et d'autres sont évidemment dans l'opposition. Mais ceux qui sont avec vous, ils sont au nombre de combien, Vivien Manangou? Qui, madame? Les mécontents? Mais ils sont des milliers, madame. J'espère même des millions. On verra ce que dira les urnes. Mais vous savez, madame, ils sont des milliers qui sont avec moi. Aujourd'hui, nous avons 54 comités de mécontents dans tout le pays. 54. 54. Vous voulez que je les quantifie? Comment vous voulez que je les quantifie? Je ne peux pas les quantifier. Ce sont des milliers de gens, madame. Mais vous verrez la déferlante populaire pendant cette élection. Mais vous voyez, madame, moi, je ne suis pas candidat contre le président Sassou. Je suis candidat pour convaincre les Congolais qu'il existe un chemin. Qu'il existe un chemin. Voilà ma démarche. Voilà ma démarche. Elle n'est pas personnelle, elle est collective. Il s'agit de dire aux Congolais, un autre projet pour notre pays est possible. Et je crois que c'est l'essentiel du message politique. Vous partez à cette élection présidentielle, Vivien Manangou, au niveau de l'opposition. On fustige la gouvernance électorale parce qu'on qualifie les conditions d'organisation d'une élection libre, transparente, ne sont pas réunies. Le fichier électoral n'est pas fiable. D'ailleurs, à l'opposition, vous n'êtes pas mis d'accord avec le pouvoir sur la question de la biométrie. Pour ces raisons, l'UPADES ne va pas présenter de candidat. Vous croyez à la transparence et à la crédibilité de ce processus électoral? Vous savez, madame, moi, il y a 10 ans, ça passe vite, hein, j'étais porte-parole du président Kolela en 2016. Nous avions déjà les mêmes centièmes. Et je peux vous dire que nous sommes allés à l'élection parce que justement, nous pensions que la participation valait mieux que le boycott. L'UPADES fait ce qu'elle veut. En 2021, je me rappelle aussi que l'UPADES n'avait pas de candidat. C'est-à-dire que pendant qu'ils nous disent que les conditions ne sont pas réunies, mais aux élections législatives, ils participent. Tout en sachant que c'est la même commission électorale qui organise les élections, tout en sachant qu'il n'y aura pas toujours de biométrie. Vous verrez qu'en 2027, si l'UPADES va être cohérent avec tous les autres qui disent que l'élection n'est pas transparente, il ne faut pas qu'ils présentent des candidats aux législatives et aux municipales, puisque visiblement, ça sera la même commission électorale. En 2026, en 2021, c'était pareil. En 2021, ils ont boudé. En 2022, ils sont allés aux législatives et aux municipales. Qu'est-ce qui avait changé? Il faut un peu de cohérence, madame. Moi, je dis, tout n'est pas parfait. Bien sûr qu'il y a beaucoup de choses à faire et que la biométrie était un combat qu'il fallait obtenir. Nous ne l'avons pas obtenu. Mais demandons la biométrie 4 ans avant l'élection. Ne demandons pas la biométrie 1 mois avant l'élection. Mais vous croyez à la crédibilité de ce processus électoral dont vous participez d'ailleurs? Je crois, moi, madame, que c'est au peuple de déterminer la qualité d'un scrutin. Je vais vous dire par rapport à quoi. Parce qu'en réalité, madame... Mais c'est pas le peuple qui organise les élections, Vivien Manangou. Bien sûr, mais la participation du peuple détermine la transparence. Vous savez, madame, si vous suivez un peu l'actualité américaine, on va vous dire qu'aujourd'hui, M. Trump, c'est aux États-Unis, est en train de tout faire pour ne pas perdre des élections des mi-termes. Il est en train de tout faire. On découpe les circonscriptions. Il fait tout pour ne pas perdre des élections mi-termes. En France, en 86, François Mitterrand a changé le mode de scrutin
pour ne pas perdre le pouvoir, pour ne pas aller en cohabitation contre la droite. Ce que j'essaie de vous dire, madame, c'est que, et je vous rappelle que dans ce pays, un président a dit, et ce n'était pas Sassou, on ne va pas aux élections pour les perdre, dans ce pays. Et ce n'était pas Sassou. Ce n'était pas le président Sassou. Ce que j'essaie de vous dire, madame, c'est que il y a une tendance des gouvernants de vouloir conserver le pouvoir au détriment des règles de transparence. Et si vous tombez dans le jeu de dire, écoutez, parce que ça ne paraît pas transparent, on n'y va pas, ils resteront au pouvoir éternellement. Parce que moi, j'ai envie de dire à ceux qui disent n'y allons pas, quel est leur plan B? Est-ce que parce qu'ils vont boycotter l'élection que les choses changeront? Au contraire, moi j'ai envie de dire aux Congolais, nous savons que les conditions ne sont pas réunies, mais c'est le peuple qui est le souverain primaire. Si vous allez massivement voter pour un candidat qui n'est pas le candidat du système, alors là, quels que soient les enjeux prévus, les organisations, les tactiques prévues pour conserver le pouvoir, tout tombera. Parce que la voix du peuple, c'est la voix de Dieu. Voilà. Via Manangou, avec quelle assise politique vous comptez, parce qu'on vous sent très confiant pour cette élection présidentielle, mais avec quelle assise politique? Vous parlez du mouvement Les Mécontents debout pour le Congo. Quelle garantie pour affronter ces élections en tant qu'acteur politique que vous êtes? Mais madame, la garantie, c'est... L'assise politique, ça veut dire quoi au fond, madame? Ce qui compte au fond, c'est le projet que vous présentez aux Congolais. Et si vous êtes capable de les convaincre de votre démarche. Moi, je vous rappelle que le général Mokoko, en 2016, n'avait pas d'assise politique. C'était quoi son parti? Il avait quelle assise? Je vous rappelle aussi que Parfait Kolela, en 2016, n'avait pas de parti. Quand nous avait retiré le MCDD à l'époque, bien sûr. Parce que, mais vous, n'ayez pas peur de dire, on vous avait retiré parce que. Non, mais je n'étais pas, j'étais pas au MCDD, j'ai jamais été au MCDD. Donc, je peux pas dire que j'étais pas avec lui. J'étais pas au MCDD, donc je fais pas partie. C'est comme tout à l'heure, vous avez dit que j'ai quitté l'UDH. J'ai jamais été à l'UDH-UKI. Jamais. J'étais porte-parole, j'étais porte-parole de Guy Parfait Kolela, cofondateur de l'UDH-UKI, mais j'ai démissionné avant que le parti ne soit créé. Donc, j'ai jamais eu de carte de membre dans l'UDH-UKI. Et c'est bien à rappeler, pour ne pas s'aimer la confusion dans l'esprit des gens. J'ai jamais été membre de ce parti. Il a été créé après moi. Même si, comme d'autres, j'ai participé à sa création sur l'idéologie, sur les idées et compagnie. Ce que j'essaie de vous dire, madame, c'est que l'élection présidentielle est une rencontre entre un peuple et un homme. Cet homme, aujourd'hui, en l'occurrence, ici, c'est moi. Je viens avec un projet et je viens dire au peuple, voici ce que je vous présente. J'ai un chemin qui est un autre chemin. Mais cet homme a quand même besoin, vous parlez de l'homme a comment besoin des soutiens sur le terrain pour la mobilisation, les gens qui vont l'accompagner. Bien sûr, et madame. Surtout que votre parti n'a pas été reconnu officiellement. Bien sûr. Donc vous allez partir en tant que candidat indépendant. Oui, madame, oui. Et alors? Le président Sassou partira comme candidat du PCT? Madame Manga, vous avez déjà vu une élection présidentielle où le président Sassou a été candidat du PCT? Est-ce que le symbole du PCT, c'est... Attendez, madame. Il est soutenu par le PCT. D'ailleurs, il a été investi madame, du 6e congrès. Mais très bien, mais ce que j'essaie de vous dire... Non, madame. Soutenu aussi par les partis de la majorité bien sûr, madame. Mais attendez, restez tranquille, vous verrez qu'il y aura des partis qui me soutiendront. Mais peu importe, madame. C'est vous qui pensez que c'était pas de gage de réussite, avoir des partis qui vous soutiennent. Ça veut rien dire. Notre démarche, c'est une démarche citoyenne. Les mécontents, c'est une dynamique citoyenne. Au moment où je vous parle, madame, il y a des milliers de mécontents qui s'y sont levés. Tous les jours, je reçois des soutiens, des gens qui créent des comités. Vous n'imaginez même pas à quel point. Ce que j'essaie de vous dire, c'est que c'est vous qui pensez que... non. Je vous pose des questions en tant que journaliste. D'accord, oui, j'espère bien. C'est vous qui pensez que, ou en tout cas, c'est vous en tant que journaliste qui imaginez que l'élection est une affaire de parti politique. L'élection n'est pas une affaire de parti politique. L'élection est une affaire citoyenne. Et nous, ce que nous voulons, c'est faire comprendre aux Congolais. C'est pour ça que nous avons refusé d'y aller par la couverture d'un parti politique. Parce que justement, ce que nous voulons, c'est que ça soit une affaire de citoyens. Vous avez refusé ou encore c'est parce que votre parti n'a pas été... Non, mais madame, vous savez, mais madame, j'ai des partis politiques qui vont me soutenir, vous verrez. Et donc ces partis-là m'ont proposé, certains partis m'ont proposé d'y aller en leur nom. Pour tout vous dire. Et j'ai refusé parce que justement ce que je veux, c'est que ça soit une affaire citoyenne. Moi, je n'appelle pas les gens en leur disant venez dans tel parti pour que nous allions à la présidentielle. Je dis aux Congolais, je parle aux Congolais. Les mécontents ne sont pas des politiciens de partis politiques ou des gens encartés. Ce sont des citoyens ordinaires qui n'en peuvent plus que leur vie soit délaissée, que la politique, que les politiques publiques n'impactent pas sur leur vie réelle. Et donc tous ces gens-là, c'est vers eux que je m'adresse. Ils sont 6 millions. Vous voyez, il y a de la marge. Donc je leur parle à eux en leur disant, ne faisons pas de la politique politicienne en vous encartant dans les partis politiques, construisons ensemble un nouveau chemin pour notre pays. Voilà mon appel. Au niveau de l'opposition, vous êtes assez dispersé. Est-ce que vous envisagez
dispersés et fragilisés pour affronter cette élection présidentielle, une élection majeure d'ailleurs pour notre pays. Est-ce que vous envisagez les alliances avec les acteurs de l'opposition? Mais madame, moi, si vous voulez, je vous ai dit tantôt, je ne vais pas à cette élection comme membre de l'opposition. Je n'ai jamais revendiqué, ça fait plusieurs années que je revendique le statut de mécontent. Ce que j'essaie de vous dire, c'est ce que j'essaie de vous faire comprendre. C'est-à-dire que, madame, dans l'esprit des mécontents, on ne peut pas. C'est pour ça que j'ai parlé du parti. Précisez une chose. Vous ne partez pas en tant que candidat de l'opposition. Non. J'ai pas été investi par l'opposition pour partir en tant que candidat de l'opposition. Je suis candidat. Mais de quel bord politique vous trouvez? Des mécontents, madame. C'est difficile. Les mécontents se trouvent. Mais ils se trouvent partout. C'est ce que je vous dis, madame. Les mécontents sont des gens qui sont. Vous savez, madame, ça fait rire. Mais non, une élection, évidemment, Viviane Manangou, ça oppose l'opposition, la majorité. Non, madame. Non, attendez. Non, madame. Oui. Non. Une élection, ça oppose. Vous avez jamais vu une majorité présidentielle dans une élection qui prend deux candidats qui se disent la majorité qui sont candidats? Je peux vous rafraîchir la mémoire, hein, dans des pays où ça existait, hein, c'est arrivé. Une majorité qui est Mais c'est pour vous dire, madame, c'est pour vous dire. En 2016, il y avait combien de candidats? Il y avait pas plusieurs candidats de l'opposition? Il y avait plusieurs candidats de l'opposition. Ce que j'essaie de vous dire, madame, l'élection présidentielle, c'est pas une élection de parti contre parti. C'est une élection d'un homme qui se présente devant un peuple. Et il y a des hommes qui ont des idées différentes, qui s'affrontent et chacun essaie de convaincre le peuple. Nous, ce que nous vous disons, c'est que moi, je ne suis pas candidat de l'opposition. Je n'ai pas reçu le quitus de l'opposition. Par contre, j'ai reçu le quitus des mécontents. Et les mécontents... Mais si vous parlez de l'alternance, vous voulez l'alternance, donc ça veut dire que vous vous trouvez de l'autre côté. Mais vous madame, trouvez du côté de l'opposition ou encore vous êtes à la majorité? Parce qu'à la majorité, on ne parlerait pas de l'alternance. Bien sûr, madame. Oui. Mais non, attendez. Quand je vous dis, quand on appelle à l'alternance politique, ce n'est pas l'alternance simplement entre deux visions, comme vous êtes en train de dire, entre l'opposition et la majorité. L'alternance politique, c'est une gouvernance qui remplace une autre gouvernance. C'est une gouvernance qui remplace une autre gouvernance. Je vous ai dit tantôt, vous savez madame, le problème que nous avons dans ce pays, c'est un problème de maniement et de maîtrise des concepts. On vous dit opposition, majorité. Très bien, mais madame, comment les lois de finances font pour être adoptées à l'unanimité à l'Assemblée nationale s'il y avait une opposition? Comment les lois de finances sont adoptées à l'unanimité à l'Assemblée nationale alors qu'il y a une opposition sur les gens qui existent là-bas? Alors que la loi de finances, c'est le texte principal qui détermine la ligne de démarcation entre l'opposition et la majorité. Nous avons ces problèmes-là dans notre pays parce que les gens, on maîtrise mal les concepts. Et surtout, ils sont importés sur un terrain qui n'est pas toujours propice. Que nous retenons que le public, ceux qui vous suivent, Viviane Manangou retiennent que Viviane Manangou n'appartient pas à aucun bord politique, mais il va quand même en tant que citoyen à cette élection. C'est pas ce que j'ai dit. Viviane Manangou appartient au bord politique des mécontents. C'est-à-dire ces gens qui sont certains dans la majorité, certains dans l'opposition, et qui ne sont pas contents de la façon dont la gouvernance aujourd'hui. Mais la majorité, ils ont leurs candidats. Mais madame, mais qu'est-ce que vous croyez? Vous pensez que les Congolais se représentent les choses en tant que majorité opposition? Ce que vous pensez, c'est pas vrai. Les Congolais ne se représentent pas les choses en tant que majorité opposition. Les Congolais se représentent les choses en termes de résultats. Ils se disent, est-ce que ceux qui sont là produisent des résultats dans ma vie? Voilà comment les Congolais... Vous croyez que les Congolais savent c'est quoi la différence entre le PCT et l'UPADES en termes idéologiques? Ils ne le savent pas. Et d'ailleurs, ils s'en foutent et ils ont raison. C'est un jeu de mots que vous utilisez. Pas du tout, madame. Pas du tout, madame. C'est beaucoup plus profond que ça. Oui. C'est beaucoup plus profond que ça. C'est pas un jeu de mots. C'est-à-dire que moi, je suis pour le rassemblement de ceux qui ne sont pas d'accord avec la façon dont les choses se passent. Et ces gens-là ne sont pas forcément des politiques pour se dire de l'opposition ou de la majorité. C'est parfois simplement mais vous, en tant qu'acteur politique, vous avez une couleur politique. Madame, c'est vrai que vous incarnez, les mécontents. Madame, mais les gens connaissent mon parcours, vous l'avez évoqué ici. J'ai toujours été à l'opposition. Mais le problème, ce n'est pas moi le problème, madame. Si c'était que moi, ça serait facile. On me battrait parce que j'aurais qu'une voix. Le problème, c'est pas moi, madame. Le problème, c'est l'espace politique. Vous voulez dire que si vous partez en tant que candidat de l'opposition, vous n'aurez... Non, c'est pas ce que j'ai dit. Ce que je vous dis, c'est que si mon affaire, dans cette affaire-là, si c'est moi seulement en tant que Manangou personnellement, ça n'a pas beaucoup d'intérêt. Parce que moi, je veux représenter un espace politique. Et cet espace politique, c'est celui des mécontents. C'est-à-dire des gens, madame. Des gens, et j'en rencontre des milliers. Des gens qui n'ont pas beaucoup d'intérêt dans le cloisonnement politique. Ce qui leur intéresse, c'est est-ce que les politiques publiques fonctionnent? Ils n'ont pas de courant, ils n'ont pas d'eau, ils sont au chômage, et voilà. Et ces gens-là,
je suis désolé, madame, je ne veux pas leur dire, je suis moi le candidat de l'opposition, ou non, non, pas du tout. Je leur dis, moi, je veux reconstruire ce pays avec vous, et je ne veux pas faire une politique d'opposition. Voilà, je suis un mécontent, comme vous. Venez ensemble, nous allons construire ce pays. Voilà, via Manangou, mais ce qu'on peut retenir, ça c'est un jeu de mots. C'est vrai que vous voulez surfer sur les frustrations des Congolais avec votre dynamique. Est-ce que ces frustrations existent ou pas? Oui. Ah mais non, moi je pose des questions. Oui, madame, est-ce que ces frustrations existent ou pas? Si elles existent, il faut bien que quelqu'un y réponde. Et le rôle du politique, c'est de répondre aux frustrations. Le quinquennat transitoire, remettre le Congo sur les rails en 5 ans, un livre composé de 6 chapitres et la seconde partie du livre consacrée aux priorités quinquennales Vous parlez notamment, Vivien Manangou, d'une transition électorale de 5 ans assurée par un président élu, une structure pour un présidentialisme sans partage, à la page 27 de votre livre. C'est assez ambitieux quand même ce que vous proposez aux Congolais, remettre le Congo sur les rails en 5 ans de transition. Lorsque vous serez au conditionnel, évidemment, élu. Mais madame, le mandat, c'est 5 ans, non? Quand on a un projet de société pour son pays, c'est 5 ans. Si M. Anguio s'est élu ou le président Sassou, ou enfin qui d'autre est candidat, ou M. Mabio, ils n'auront que 5 ans aussi pour le mandat. Donc il n'y a pas d'ambition démesurée. C'est le quinquennat, c'est un mandat quinquennal. Et nous, pour transformer le pays, pour remettre le pays sur les rails, on a besoin de 5 ans. Voilà, vous parlez notamment d'assainir les finances publiques et de construire la nation Congo, Vivien Manangou. Dites-nous. L'assainissement des finances publiques est fondamental parce que sans finances publiques, vous ne pouvez rien faire. En réalité, notre objectif, Sarah Manga, je peux vous le dire, c'est de lutter contre la pauvreté. Et vous savez, Sarah Manga, 49% des Congolais sont pauvres. 49%, c'est le chiffre de la Banque mondiale, c'est pas Manango qui invente. 49%, ça fait même 49% et quelques. Donc près de la moitié des Congolais vivent sous le seuil de pauvreté. Donc vous ne pouvez pas espérer construire un pays sur le plan économique si vous avez autant de personnes pauvres. Mais comment on peut faire pour assister les Congolais, pour aider les Congolais à leur sortir de la pauvreté si nos finances ne sont pas assainies? Vous savez, nous avons une difficulté aujourd'hui, c'est que notre économie, nos finances publiques demeurent dépendantes du pétrole. Et le pétrole devient de plus en plus une denrée rare. Il faut commencer à envisager la sortie du pétrole. On nous avait dit qu'il y aurait une transition. La transition a été véritablement ratée. Et donc, il nous faut assainir les finances publiques. 8500 milliards aujourd'hui de dettes qui étranglent les marges de manœuvre. 300 et quelques milliards de services de la dette par an. C'est plus que le budget de la santé, de l'éducation, de la sécurité. C'est le premier poste budgétaire. C'est-à-dire qu'on investit, on jette 300 milliards à payer la dette, qu'on aurait pu construire des universités, des écoles, des hôpitaux et compagnie. Et si vous voulez, au-delà de ça, madame, 94% du travail, de la richesse que nous produisons, vous travaillez, vous, madame, nous travaillons ici, tout le monde travaille, nous produisons un certain, ce qu'on appelle le PIB, c'est-à-dire le produit intérieur brut, qui est la richesse nationale. 94% va au service, va pour payer la dette. Vous voyez, il nous reste 6%. Donc, ce n'est pas possible. Donc, les finances publiques, si on ne les assainit pas, rien ne sera possible. Et donc, pour les assainir, il faut réduire les dépenses publiques inutiles. Il faut augmenter les recettes de l'État. Il faut veiller à ce que des services comme les secteurs comme les mines, secteur minier, qui rapportent 500 millions. Mines, 500 millions. Même pas 1 milliard. Les bois, 10 milliards. Vous voyez, alors que c'est des secteurs à forte potentialité où on peut aller trouver de l'argent. Donc, nous allons, avoir une politique de finances publiques sérieuse pour faire en sorte que nous puissions réduire nos dépenses inutiles, augmenter nos recettes et pour pouvoir redistribuer aux Congolais les plus pauvres qui ont le plus besoin. Pour ce qui est de la nation congolaise, Sarah Manga, c'est quelque chose qui me tient particulièrement. Vous savez, madame, on a parlé de ma vie tout à l'heure. Dans ma famille, mon père a fait des enfants avec une gangoulou, une kouni, une bembe, une femme du poule. Chez moi, c'est le Congo. Quand mon père est décédé, avec une kouyou, quand mon père est décédé, dans la veillée chez nous, les gens pleuraient en kouyou, en gangoulou, en lari, en kouni, en bembe. C'était le Congo.
Et avez-vous l'impression que la nation congolaise existe? Elle n'existe pas, madame, elle n'existe pas. Nous ne faisons pas nation aujourd'hui. Les gens se retrouvent encore sur des identités qui sont des identités tribales, qui sont des identités départementales, au lieu d'abord de se retrouver sur le Congo. Oublions que si on raye le Congo, les identités... Oui. Allez-y. D'ailleurs, à la page 131, vous dites « Difficile de reformer le Congo dans lequel les liens ethniques et régionaux priment sur l'appartenance à une même nation. Les Congolais de la Bwendia se considèrent d'abord comme Bembe, Kamba, Dondo ou encore Sundi avant d'être Congolais. Ceux du Poul se disent Lari Congo et l'appartenance à la nation congolaise n'arrive qu'au second plan. » Exactement. Exactement. Et c'est un problème. C'est un échec depuis notre indépendance qu'aujourd'hui. Qui porte la responsabilité de cet échec? Mais c'est un échec. Je pense que c'est la classe. Oui. Je crois que c'est la classe politique congolaise dans son ensemble depuis des années. C'est-à-dire que c'est pas une responsabilité d'une personne. On a vu les affres du tribalisme dans différents partis politiques, différents acteurs depuis des années. Et les gens ont créé des chapelles politiques qui étaient en fait des chapelles ethniques. Et donc aujourd'hui, notre combat. Vous savez, madame, moi je suis un quarantenaire et le pays que je vais laisser aux jeunes qui viennent après nous, c'est un pays où les gens feront nation. Où les gens feront nation. C'est-à-dire où l'on sera congolais avant d'être Lari, Mboshi, Teke, Kamba, tout ce que vous voulez. On sera congolais d'abord. Et nous avons des propositions fortes pour construire la nation congolaise. Nous allons encourager la mixité. En créant des bourses, on appelle nous la bourse républicaine, qu'on donnera aux enfants issus des couples mixtes. Nous allons aller très loin, bien sûr. Nous allons criminaliser le tribalisme. Vous allez criminaliser le tribalisme? Bien sûr. Bien sûr. Si vous insultez quelqu'un, Momboshi à Pampambiaï, ça sera désormais un crime. Vous insultez quelqu'un au Congo, ça sera un crime. Voilà. Parce que personne ne choisit d'être Mboshi, d'être Congo, d'être Teke, d'être machin. Ça sera un crime inscrit dans notre code pénal. Donc nous avons des positions fortes que nous allons porter. Parce que jusqu'à aujourd'hui, nous faisons la politique de l'autruche concernant le tribalisme. C'est-à-dire, vous savez ce que fait l'autruche? Quand l'autruche aperçoit un danger, il met la tête dans le sable en espérant que le danger passera. Et bien le danger ne passera pas. Le danger sera toujours là. Ou on fait encore ce qu'on appelle la politique du sable sur le tapis. Vous savez, le type qui ne veut pas balayer dehors, il balaye juste, il met la poussière sur le tapis en pensant que la maison est propre. Non, la poussière est sur le tapis. Et nous, ce que nous allons faire, madame, nous allons nettoyer la maison de fond en comble. Il faut nettoyer le Congo des tares du tribalisme et de l'ethnicisme. Parce que ça tue le pays. Ça tue le pays. Vivi Manangou, c'est le candidat de la nation congolaise. Voilà. Alors, vous allez affronter, je l'avais dit au début de l'émission, le candidat de la majorité présidentielle, le président sortant, Denis Sassou Nguesso, qui d'ailleurs a déclaré sa candidature. Mais il a publié un livre bilan quinquennal 2021-2026 en toute transparence. Et à la conclusion de ce livre bilan, il est dit ceci: le quinquennat qui s'achève a été celui de tous les défis relevés grâce à la résilience, à la persévérance, à l'expérience et à la détermination d'un homme dont la vision est aujourd'hui comme hier indispensable pour conduire les Congolais sur le chemin du développement durable inclusif. Vivian Manangou, comment vous jugez le bilan du président sortant? Un mot sur ce que vous venez de dire. Oui. Regardez, c'est bizarre, non? Le président, on parle de lui à la troisième personne. Vous êtes sûr que c'est lui qui l'a écrit? Grâce à la vision d'un homme. Vous êtes sûr que c'est lui qui l'a écrit? Indice. Je vous donne l'autre indice. Il a préfacé l'ouvrage. Vous avez déjà vu un auteur préfacé? Est-ce que vous avez déjà vu un ouvrage où son auteur est aussi le préfacier? Non. Quand on est auteur d'un livre, on ne le préface pas. Non, madame. Donc rien que ces deux indices-là vous prouvent que c'est une supercherie. C'est une supercherie. Maintenant, quant au fond, madame, j'ai eu l'occasion de le rappeler. Vous savez, des défis relevés. Quel défi a été relevé? Lequel? Les défis de l'électricité. Les Congolais le jugent. La construction des écoles, il y a eu la construction des hôpitaux. Non, madame. Vous savez, madame, nous avons 92 districts. Sanitaires. Non, les districts. Les districts par découpage administratif. 92 districts au Congo. Il y a combien de lycées par rapport aux 92 districts? On a construit quoi, madame? Qu'est-ce qu'on a construit? On construit quelquefois des écoles dans l'indifférence sans respecter la carte scolaire.
Vous avez des gens députés qui viennent construire des collèges, des écoles primaires dans des zones où la carte scolaire ne l'y oblige même pas. Madame, voilà la réalité de notre pays aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on a construit? On a construit des hôpitaux, ça existe, c'est bien. L'hôpital général à Patra, à Pont-Noir, c'est très bien. On a construit le beau complexe scolaire de la Liberté. De la Liberté, c'est très bien, madame, mais c'est une goutte d'eau dans la mer. C'est une goutte d'eau dans la mer. Et pour vous, ce bilan est? Ah non, pour moi, le bilan, il est catastrophique. Non, le bilan... Madame, ce quinquennat, c'est le quinquennat de l'échec. C'est le quinquennat de l'échec. C'est le quinquennat des concepts. Aucun Congolais ne pense que ce bilan est positif. D'ailleurs, vous avez vu, maintenant on dit que le bilan est séropositif. Tellement qu'on est tombé dans la dérision. Madame, vous savez, le bilan, c'est les Congolais qui le font. Chaque Congolais sait s'il mange mieux qu'en 2021, alors qu'on lui avait promis une révolution agricole, madame. On nous avait dit qu'on aurait 126, si ma mémoire n'est pas mauvaise, si ma mémoire ne me joue pas du tout, 126 ZAP à la fin du quinquennat. 126 ZAP. Il y en a combien aujourd'hui? Les soins qui sont où? On nous avait dit qu'on aurait réglé le problème de l'électricité. De 2021 à aujourd'hui, madame, on a rajouté plus de 3 000 milliards à la dette du Congo. Pour quel résultat? De quoi on parle? Aujourd'hui, Brazzaville et Pont-Noir est relié par un seul avion. Où est Caire? Madame, de quoi on parle? De quoi on parle, madame? Où est le bilan du président? Le bilan du président, c'est un échec, c'est une catastrophe sur le plan économique, c'est une catastrophe sur le plan social. Les Congolais n'ont jamais été aussi pauvres. Aussi pauvres. L'année dernière, l'inflation est arrivée à 4,2%. Quand vous êtes un fonctionnaire qui gagnait 200 000 avec une inflation à 4%, vous vivez comment? Vous vivez comment? Tout le pays est en grève. Regardez le secteur public. Tout le monde est en grève. Les hôpitaux, l'université, on est en grève partout. C'est ça qu'ils appellent un bilan positif, madame? Non, je crois que les gens auraient gagné à être plus modestes. Le président pouvait faire campagne sur d'autres thématiques, mais pas venir nous resservir ce plat de l'agriculture où l'échec est patent, madame. J'ai vu dans le rapport de la Cour des comptes qu'en 2024, les ZAP, 2 ZAP ont produit 78 000 poules de chair sur les 4 cycles. Madame, au Burkina Faso en 2016, lorsqu'ils ont produit 70 000 poulets de chair, vous savez qu'est-ce qui s'est passé, madame? Ils sont devenus indépendants alimentairement, au moins sur les poulets. Allez au marché, combien coûte le poulet? Où passent ils sont passés les 78 000 poules de chair produits par les ZAP. Madame, vous voyez, moi je suis quelqu'un de responsable. Mais la responsabilité doit incomber d'abord aux gouvernants. Et la première responsabilité quand on est un homme public, c'est de dire la vérité. Dire la vérité, c'est de pouvoir dire oui. Et vous pensez que ce livre n'a pas dit toute la vérité? Non, elle n'a pas dit. Ce livre a dit sa vérité. Si je prends ce livre, je le confronte au rapport de la Cour des comptes 2024, vous m'en donnerez des nouvelles. La Cour des comptes, ce n'est pas une institution que Manango a inventée. C'est une institution du Congo qui travaille pour le Congo. Et le rapport de la Cour des comptes est alarmant. Merci. Via Manango, on va clore ce chapitre de l'actualité politique de notre pays avant de prendre la rubrique Que pense le public? Et il est annoncé une concertation politique à Djambala avant la tenue de l'élection présidentielle. Qu'est-ce que vous attendez en tant qu'acteur politique de cette concertation? Un consensus sur la gouvernance électorale, que ces questions soient réglées, qu'on vous donne les garanties avant que vous partez à cette élection présidentielle? Vous savez, non, madame, moi je suis candidat. J'irai à l'élection. Oui. Je fais confiance aux Congolais, à la maturité des Congolais. Je suis convaincu quand même avec des tripatouillages électoraux, les Congolais sont des gens capables de déjouer les pronostics et les tactiques électorales. Mais, madame, ce que moi j'attends de ce dialogue, de cette concertation de Djambala, c'est une première chose que j'avais posée dans le débat public depuis un moment. Nous payons 25 millions, les candidats payent 25 millions pour la caution. La caution. Qu'offre l'État en retour? Qu'offre l'État en retour? Qu'est-ce que l'État donne aux candidats pour justifier cette somme? Et donc, je crois que l'État pourrait, dans un geste et d'apaisement et d'accompagnement du jeu démocratique, prendre en charge, par exemple, les délégués des candidats dans les bureaux de vote. Ce serait un geste, je crois, que le gouvernement peut faire. C'est-à-dire dire, bon, les délégués des candidats dans les bureaux de vote seront pris en charge intégralement par l'État. Ce serait un signe, je crois,
d'ouverture parce que les délégués sont un point central de la transparence. Si chaque candidat a un délégué dans un bureau de vote, ce délégué aura son fiche de vote signée par les autres délégués des candidats. C'est le premier élément de transparence, la représentativité dans les bureaux de vote. Et beaucoup de candidats n'ont pas cette capacité d'avoir 6000 et quelques délégués, surtout de leur donner des perdièmes sur l'ensemble du territoire. Et il serait bien que l'État, qui prend 25 millions par candidat, notamment les candidats de l'opposition. Non, madame, vous savez, madame, les candidats vous parlez de plusieurs candidats et je reprécise simplement en disant que c'est plus les candidats de l'opposition qui sont concernés. Non, madame, moi j'ai vu des candidats, quand j'étais candidat aux législatives, j'ai vu des candidats de la majorité qui n'avaient pas de délégués dans le bureau de vote. J'ai vu des candidats de la majorité présidentielle qui n'avaient pas de délégués dans les bureaux de vote. Donc vous voyez, madame, ce n'est pas un problème. Le problème de financement de la vie politique, c'est un vrai problème, madame. Ça ne touche pas que les gens de l'opposition. Et d'ailleurs, ça devrait être un problème de transparence dans la gestion des finances publiques. Donc, vous voyez, c'est un point qui est central, qui peut être... Et puis, il y a le rôle trouble des maires. Les maires ne sont plus autorisés à prendre part au jeu électoral. Parce que la commission électorale les exclut. Mais, madame, renseignez-vous, les maires continuent à jouer des rôles pendant l'élection. C'est-à-dire, ils font fi de la loi pour s'imposer. Ça, ce sont des questions. Vous voyez, le problème que nous avons, madame, nous n'avons pas une loi électorale qui est mauvaise. Ce n'est pas vrai. Nous avons un dispositif électoral qui est plutôt correct. Mais qu'est-ce qui pose problème? C'est les pratiques humaines. C'est les pratiques humaines. C'est quand des gens qui sont représentants de l'État se considèrent comme représentants d'un candidat et qui faussent et troublent le jeu politique. Le problème que nous avons, c'est le problème des pratiques humaines. C'est-à-dire des gens qui pensent que leur situation, leur fonction leur permet d'aller au-delà des dispositions législatives. Voilà le problème de notre pays. Voilà, Vivian Manango, à présent, nous allons prendre la rubrique « Que pense le public ?» et nous avons entendu notre micro aux Congolais. Ils se sont exprimés sur ce qu'ils pensent de l'opposition et ce qu'ils pensent de cette élection présidentielle. Alors, je vais vous faire visionner quelques vidéos que nous avons réalisées, Vivian Manango. Nous attendons comme Congolais. On attend que celui qui passe doit changer les milieux, on souffre. Tellement on souffre à tout. Il va améliorer. S'il va améliorer, bon, oui d'accord, on attend celui qui va améliorer. Parce que le peuple souffre. De tout. Tous sont là. Il n'y a pas d'emploi. Nos mères, nos pères souffrent tout d'abord. Le pas de courant, l'eau souffre, tout. Quand tu cherches, tu trouves. Quand tu ne cherches pas, ça, comme lui. Tu vois, je sors pour faire la peinture. Je veux quelque chose pour nourrir ma famille. C'est ça. Le problème, c'est que nous, c'est notre avenir qu'on joue, c'est maintenant. Nous, c'est maintenant qu'on veut le changement. C'est pas après, on est là, après, c'est les mêmes choses. Bon, en vrai, le type de président à la base, c'est pas vraiment, bon, comment dire, en vrai, c'est pas vraiment si important que ça. Genre, un tel président, non. L'important, c'est que celui qui est là, ou celui qui sera là, change les choses. Nous ce qu'on veut, sinon le reste, qu'est-ce qu'on fait? Nous, ce qu'on veut, c'est le changement. Quelque chose change au moins, qu'il y ait quelque chose de nouveau. Pas les mêmes choses en moins, les gens on ment, on ramène ici. En fait, on est fatigué. Nous, c'est la nouvelle génération. Et je peux vous dire que même parmi nous, il y a des cadres. Donc, si on peut même élire un jeune pour nous comprendre, ça va. Mais moi, je veux qu'il y ait la crédibilité. Parce que nos mamans ne veulent pas, nos mamans nous disent de ne pas aller voter. Nos mères nous disent de ne pas aller voter. Parce que on sait déjà qui sera élu président après. Vous voyez? Et nous, ça nous empêche de se lever, prendre nos cartes d'identité, donner pour avoir des cartes d'électeurs qui vont servir à quoi. Donc c'est ça. Bon, je crois que l'opposition n'a pas cette exigence-là. Parce que l'opposition, on ne la voit pas. On ne la voit pas. On voit l'opposition lorsque nous approchons des élections. Mais quand le peuple traverse des moments difficiles, on ne voit pas cette opposition. Elle se présente lorsqu'on s'approche des élections, ils nous font croire qu'ils sont là pour apporter des changements. Donc, ils nous font, en fait, ils sont là pour nous dire en fait, ceux qui ne savent pas, les ignorants, en tant que jeunes instruits, on sait de quel côté ils sont. Je ne sais pas si vraiment il y a vraiment des oppositions. Ce que nous attendons, c'est le changement. Qu'il y ait des positions, on attend le changement. Les jeunes Congolais, on est marre de cette souffrance. Voilà, Vivian Manango, vous venez d'écouter ces Congolais qui se sont exprimés. En les écoutant, crise de confiance, ils ne croient plus ni à l'opposition, ni à la majorité, et puis l'aspiration au changement.
Oui, Sarah Manga, mais vous voyez, j'esquisse un petit sourire parce que c'est exactement le diagnostic que je fais. Si vous avez lu mon livre, je vous ai parlé de crise de confiance, de crise de légitimité. J'ai dit qu'il y avait une triple crise. Et les deux jeunes Congolais que nous avons suivis disent exactement la même chose. Je vous disais tout à l'heure, vous voyez, vous êtes dans une logique opposition-majorité. Non pas ces jeunes-là. Ils disent, nous, ce qu'on veut, c'est le changement, c'est que les choses fonctionnent. Vous voyez, c'est ce que je vous disais. Le problème des Congolais, ce n'est pas une classification politique. C'est les politiques publiques doivent servir les intérêts des Congolais. C'est-à-dire il faut que les Congolais sentent un impact dans leur vie grâce aux décisions politiques. Et ce n'est pas une affaire de parti politique, ce n'est pas une affaire de positionnement politique. C'est une affaire de gestion rigoureuse de la chose publique. Et moi, je retiens une deuxième chose, c'est que ils ne sont pas contre l'élection. Ils veulent la transparence et ils veulent le changement. Ils veulent que ça bouge, ils veulent que ça change. Et justement, sans doute que nous ne sommes pas suffisamment connus, mais quand le premier intervenant quand même, et je vais en terminer par là, qui dit qu'on les voit seulement pendant les élections, c'est pas vrai, Sarah Manga. Je pense pour ma part que depuis 7-8 ans, aucun politicien congolais de l'opposition, peut-être même de la majorité, a contribué avec des idées, des propositions précises, plus que moi dans le débat politique national. Aucun. Je prends en défi qui veut. Aucun. Je suis le seul dans l'histoire du Congo à avoir présenté un projet de budget alternatif. Moi, je l'ai fait. C'est-à-dire le gouvernement a présenté son budget. Moi, j'ai travaillé à un budget alternatif. J'ai réuni la presse et j'ai présenté le budget alternatif. C'était en 2024. Tout ce que j'avais dit, notamment sur le danger de l'inflation, c'est arrivé. En 2019, pareil. J'étais le seul ou l'un des très rares dans les dépêches à m'opposer à la signature avec le FMI. Lorsqu'il y a eu le Covid, j'ai fait signer une pétition et j'ai fait des propositions pour éviter les violations des droits pendant le confinement. Tout récemment, Madame Manga, tout récemment, le gouvernement a voulu, dans une réforme fiscale de l'IRPP, supprimer les charges familiales, supprimer l'abattement de 20%. Qui a mené le combat ? J'étais le premier à alerter, à appeler les Congolais à se mobiliser. Vous savez quoi, madame? Le gouvernement a reculé. Cette réforme n'est pas passée. Alors que dans le projet de loi de finances, on prévoyait de supprimer les charges familiales de l'IRPP, de supprimer les abattements. Je suis monté au créneau, j'ai fait monter les députés, j'ai incité les députés à monter au créneau et le gouvernement a reculé. Quand on n'est pas dans la majorité, comme c'est mon cas, madame, qu'est-ce qu'on peut faire? C'est apporter des idées. C'est apporter des propositions et ça protège le peuple. Ce monsieur qui parlait, ce jeune homme qui parlait, ça a sans doute sauvé 30 000, 40 000, 50 000 du salaire de son père. Merci beaucoup Vivien Manangou. Nous sommes arrivés à la fin de l'émission. Merci à vous d'avoir accepté notre invitation. C'est la fin de Sans Filtre. Merci beaucoup à Vivien Manangou d'avoir répondu à notre invitation. On se retrouve au tout prochain numéro avec un nouveau invité pour dresser son portrait. Prenez soin de vous. À très bientôt. Sans filtre, présenté par Sarah Manga.